Voilà, dans les prochaines articulations de cette émission, nous parlerons tout à l'heure politique avec les militants du parti Foscori pour un Bénin émergent de la 20e circonscription et électorale. Le parti dit ne pas reconnaître l'identité présentée par les nouveaux adhérents au niveau du parti Bloc républicain. Tout à l'heure, donc, on reçoit Séraphin Djountou, qui est le coordonnateur FCBE du parti Foscori pour un Bénin émergent dans la 20e circonscription électorale. Il nous apportera un peu plus de lumière sur cette situation qui prévaut donc dans la vallée de l'Ouémé. On va maintenant parler politique, espérant que tout à l'heure, Brice Rondi va nous rejoindre. Clément Tchadé, rebonjour. Emmanuel Niambossou, rebonjour. William Klikan, rebonjour à vous bonjour également. Comment se porte, Clément Tchadé, je vais commencer par vous, comment se porte le secteur de l'artisanat pour vous, que je dirais, entre griffes, faut fouiner le nez sur tous les sujets économiques? Bon, je pense que le secteur de l'artisanat, qui est un secteur, je dirais, déterminant dans, je dirais, les filières, je dirais, les différents secteurs économiques. D'ailleurs, l'artisanat qu'on classe généralement dans le secteur tertiaire est un secteur, je dirais, qui au fil des années évolue, connaît des changements. Je dirais même un secteur vraiment dynamique, parce que l'artisanat d'hier à aujourd'hui a connu quand même une certaine évolution. Donc je veux dire par là que le secteur de façon générale évolue comme il le peut, et que les acteurs aussi travaillent comment dirais-je, à s'organiser, à organiser les membres, parce que quand on a connu la crise Covid, c'est quand même terrible que grâce à cette crise, moi je me rends compte que dans notre système économique est dynamique, et que les secteurs qu'on considérait comme étant des secteurs qui n'apportaient pas grand-chose, on a su comment la Covid ou l'épidémie a pu impacter l'économie de façon générale, et spécifiquement certains secteurs, ces sous-secteurs. Donc vous voyez le nombre je dirais, d'artisans que nous avons aujourd'hui qui évoluent, quand le gouvernement il s'est agi de recruter ou de recenser les artisans. On a vu le nombre d'artisans que le Bénin dispose aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a un engouement, il y a une volonté même, je dirais, des populations à aller vers ce secteur. Et je ne sais pas aujourd'hui en réalité dans quelle activité économique on ne retrouve pas, je dirais, un artisan avec les corps de métier, avec je dirais, tous les corps de métier que nous avons dans l'artisanat. L'artisanat se porte de mieux en mieux, et avec les réformes que l'État a mis en place, je veux dire précisément le gouvernement, à travers d'abord le PAG1. On va revenir sur ces réformes. Le secteur se porte mieux. D'accord, je vais écouter William Klikan. Clément semble nous faire comprendre que le secteur de l'artisanat au Bénin se porte très bien, pour ne pas dire de mieux en mieux. Mais pendant longtemps, ce secteur est resté quelque peu noyé ou bien assombri. C'est un peu comme si on ne le voyait pas. Absolument, parce que nous sommes un de ces pays encore où il faut brandir de longues études académiques, ou montrer combien on a fait les plus grandes universités du monde pour bénéficier des grands privilèges de la République, c'est-à-dire les hautes responsabilités. Donc, pendant longtemps, ces métiers de l'artisanat ont été vus comme des métiers relégués aux personnes n'ayant pas réussi à l'école. Ce qui fait que même dans les salles de classe, déjà, le discours des enseignants, c'est que quand ça ne va pas marcher ici, soit c'est au marché pour le commerce, ou soit c'est pour rejoindre les ateliers. Et quand un apprenant arrive à laisser l'école au profit d'un métier de l'artisanat, ou bien sous la pression des parents, ou en raison des difficultés économiques, on peut même assister à des moqueries en salle de classe. Pour dire en réalité que ce n'était pas vu au début comme étant un métier pouvant épanouir, c'était vu comme étant un métier ou un tremplin pour les analphabètes. Mais il faut dire que, comme Clément l'a dit, il y a une volonté depuis longtemps de revoir tout ça. Parce que avant même le président Patrice Talon et ses différentes réformes, depuis
2011, parce que le décret instituant le certificat de qualification au métier et le certificat de qualification professionnelle date de décembre 2010. Donc depuis les années 2011, nous voyons que l'État veut mieux organiser. L'État pense que ce sont de grands acteurs de l'économie. L'État pense que ce sont des gens qui apportent à notre pays. Donc il faut les organiser en instituant ces certificats, parce que avant tout cela, c'est 2-3 personnes qui s'entendent dans un atelier pendant un certain nombre de temps. On délivre des documents qui attestent de compétences qui n'existent pas. Donc déjà, en commençant par réguler le système de qualification et tout, l'État s'est intéressé. Je crois que c'est cette dynamique qui a continué jusqu'à aujourd'hui pour qu'on en arrive à un recensement, à une chambre. Et dans la suite de ce débat, on va sûrement revenir sur tous ces détails. D'accord. Alors, Evan Aniaboso, quelle est votre analyse? Vous pensez vraiment que le secteur de l'artisanat, avec ces nombreuses réformes injectées dedans, ont pu en quelque sorte ressusciter ce secteur, ont pu afficher ce secteur au devant des autres? Non, ce qui est clair, l'artisanat, défini comme défini comme quelqu'un qui fait un métier manuel, qui exerce une technique traditionnelle et qui a son compte personnel. Je dirais que ça connaît des mutations au fil du temps. De sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand vous lisez un peu, quand vous parcourez le PAG 1 2016-2021 de Patrice Talon, vous vous rendez compte que dans ce PAG, il a été mis un accent particulier sur le développement de l'artisanat. Comment accompagner les artisans, comment faire en sorte que l'artisanat béninois soit développé. Cela dit, pour quelqu'un par exemple qui produit des objets d'art, mettons, il y a quand même lieu de faire en sorte que ces objets soient consommés chez nous au Bénin. C'est d'ailleurs la raison que vous avez constaté que dans cette rénovation de la présidence de la République, on a fait appel à beaucoup d'œuvres d'art. Je ne sais pas si c'est fait au Bénin, si c'est fait ailleurs, mais on a constaté quand même que c'est beaucoup plus l'artisanat qui est utilisé dans ça. Donc, c'est une manière pour le gouvernement de dire aux artisans, produisez des biens, on est en mesure de les consommer ou on est en mesure de vous aider à les faire consommer. De sorte qu'aujourd'hui, l'artisan béninois, il rivalise d'imagination, d'ardeur au travail pour faire en sorte que ce qui sort de ses tripes, de ce qui sort de sa tête, soit compétitif. Je pense que c'est bien d'avoir en plateau Brice Ondi, qui est le président d'une ONG, qui travaille à ce que l'artisan ou le secteur artisanal soit mieux organisé. Pour ma part, c'est une bonne chose. Le secteur de l'artisanat, pour ma part, ça évolue. Ça connaît quand même une certaine évolution. Encore que, quand vous faites un peu le tour, et pour faire référence à ce que Clément Tchari a dit, le Covid-19, à ce niveau, il y a eu une sorte de... On peut déjà parler de l'artisan au sens large. Par exemple, quand on parle des filles qui servent dans les bars, est-ce que c'est des artisans? Et pourtant, on les a tous recensés dans le score de l'artisanat. Et voilà. D'accord. Alors, on va écouter maintenant Brice Ondi qui finalement nous a rejoint. Brice Ondi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes le président de la plateforme nationale des artisans du Bénin. C'est à ce titre, bien entendu, que vous êtes sur ce plateau. Clément propose que nous parlons de l'artisan béninois, sinon de l'artisanat béninois face aux défis économiques. On a eu quelque part en avance sur vous. Sans doute, l'incertitude dans la circulation a justifié votre léger retard. Alors, comment se porte le secteur de l'artisanat au Bénin à l'heure actuelle? D'abord, je ne suis pas le président de la plateforme. C'est ça. Je suis le président de l'ONG ADECO, le promoteur de la plateforme de communication du réseau des artisans du Bénin. D'accord. Le coordonnateur national de la plateforme, c'est un artisan que j'ai nommé à mes côtés depuis 10 ans et qui fait un travail remarquable. D'accord. Donc, je pourrais dire que le secteur de l'artisanat se porte de mieux en mieux. Parce que je ne peux pas dire que le secteur se porte bien. Le secteur se porte de mieux en mieux. Parce que avec les réformes et je pense très bientôt l'installation officielle de la Chambre, je pense que le secteur va retrouver sa lettre de noblesse. Parce qu'il y a un foutu, nous ne l'aurons pas. Donc je pense avec les réformes du gouvernement, dès que nous allons faire l'élection de la Chambre dans les tout prochaines semaines ou mois, le secteur va mieux se porter qu'avant. Parce qu'il y aura beaucoup de réformes qui seront imposées et c'est surtout dans le bien-être de ces artisans, ces véritables artisans, parce que ce n'est pas tout le monde qui est artisan aujourd'hui. Quand vous prenez le recensement, quand on met tout le recensement, que ce soit le niveau 1, le niveau 2, ensemble, et tous les artisans recensés sont à près de 900 000 artisans. Mais lorsqu'on a fait... C'est pas petit, Lorsqu'on a tamisé et on s'est retrouvé à près de 460 000 artisans aujourd'hui. Donc avec la loi de l'UEMOA,
ils ont essayé de tamiser pour que nous ayons de véritables artisans. Je pense, après les élections et de la Chambre, nous allons essayer encore de demander au gouvernement, avec la nouvelle Chambre, de faire encore le 3e niveau de recensement. Parce qu'il y a encore des artisans. Parce que vous savez, la sensibilisation aujourd'hui dans ce secteur ne peut pas durer qu'une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous allons toujours continuer à les sensibiliser pour qu'ils puissent se faire recenser, parce que cela va de leur bien-être. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris. Et qu'est-ce qui, selon vous, justifie, je dirais, cette réticence de certains qui sont pourtant artisans depuis, je dirais, des années, des décennies, et qui se refusent d'aller se faire recenser? Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de recensement, les gens pensent tout de suite déjà à l'imposition des impôts. Donc, c'est ce qui crée la réticence. Nous avons fait un travail remarquable en leur disant, allez vous recenser. Si vous recensez, d'abord, tous ceux qui sont recensés aujourd'hui, l'apport qu'apporte le gouvernement, que ce soit, lorsque le premier recensement était déjà là, le gouvernement a apporté d'apport à beaucoup d'artisans. D'autres ont reçu 100 000, d'autres ont reçu 150 000, d'autres 250 000, jusqu'à 500 000 par artisan. Donc je pense, après le deuxième recensement, le gouvernement a lancé encore du soutien par rapport à cette Covid-19 qui a sévi véritablement les artisans, surtout ceux qui sont dans le secteur de la restauration et de l'événementiel. Ça les a vraiment sévi. Donc je pense, et leur réticence, les impose, ils craignent qu'on puisse les imposer. Or, quand vous êtes dans un pays et vous voulez le développement du pays, il faut contribuer. Surtout qu'on a une économie essentiellement fiscale. Alors, indépendamment de tout l'effort que fait le gouvernement, moi, je touche du doigt quelque chose qui est capital. Il faut que les acteurs de la décentralisation, les mairies, puissent accompagner le gouvernement et puissent mettre un budget et puissent prévoir un budget dans leur budget annuel pour les artisans, pour véritablement les accompagner dans les formations de renforcement de capacité, soutien aux artisans tel que fait le gouvernement. Parce que quand on parle des artisans, quand on parle de la décentralisation, c'est ceux qui sont à la base. Ceux qui sont à la base, c'est plutôt les artisans. Il faudrait que les 77 maires puissent réfléchir véritablement à accompagner ce secteur. J'interpelle vraiment le président de la NCB. J'en ai discuté déjà avec lui il y a un moment. Si véritablement il peut penser à ce secteur vital de l'économie de ce pays, nous pensons que nous pouvons atteindre les objectifs. Certainement que votre message n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Mais je voudrais très rapidement, avant de revenir à vous, Clément Tchadé, comprendre avec Brice Rondy, qu'est-ce qui a pu justifier ce tamis? Entre-temps, vous avez annoncé près de 900 000 enregistrés ou recensés en son temps. On est revenu à moins de 500 000, sinon 460 000. Qu'est-ce qui a pu justifier cela? Il y en a qui n'ont pas le profil, qui ne sont pas des artisans et qui s'étaient fait enregistrer. Oui, parce que vous pensez, tout le monde pense qu'il est artisan. Donc, il y a des profils, il y a des caractéristiques. Il y a la loi de l'UOMA aujourd'hui qui régit les artisans. Donc, qui cadre celui qui est véritablement artisan. Donc, quand tu te dis tu es artisan et que tu n'as pas exercé pendant 3 ans dans le métier, tu n'as même pas un atelier. Quand on dit tu veux aller chez un cordonnier, et te dire qu'il est dans telle rue, tu vas, et tu ne le trouves pas dans la rue, ni sur l'atelier, il n'est pas un artisan. Donc, quand vous prenez les photographes, tous les photographes qui déambulent, qui dans les événements et qui nous font des photos, c'est véritablement également un secteur qu'il faut tamiser. Parce que là, il y a droit d'image. Qui veut prendre photo pour qui, et après vous allez voir, on change vos images et on vous dit que vous êtes à tel endroit pour vous créer de problèmes. Donc je pense, lorsque la nouvelle chambre va s'installer, ça fait partir des réformes et que ADECO va vraiment et amener dans cette nouvelle chambre pour accompagner le gouvernement. Là, qui veut ne pas se dire qu'il est photographe, un photographe doit avoir son atelier. On doit savoir qu'il est à tel endroit. Il ne va pas faire photo avec son portable. Son portable. D'accord. Alors, on va satisfaire tout à l'heure à une curiosité de Herman tout à l'heure qui demandait si une serveuse de bar, n'est-ce pas, est artisan ou pas. Dans les critères de l'UOMOA. Non, une serveuse de bar n'est pas artisan. C'est le promoteur qui est artisan. Une serveuse de bar, je pense, et je n'ai pas l'entièreté des critères, mais je pense que le promoteur du bar est artisan. Mais serveuse, je pense,
je ne peux... La serveuse est quand même, je dirais... Bon, c'est un artisan. Un bras opérationnel. C'est un bras opérationnel, c'est un artisan aussi. C'est un artisan aussi. Parce que le promoteur d'ordinaire reste les bras croisés, observe chef ouvrier, je ne peux pas l'affirmer. Oui. Puisqu'il y a une nouvelle loi qui régit le secteur. Et ils se sont conformés à la loi de l'UEMOA. Mais je pense... Les serveuses des bars sont artisans, mais je l'affirmerai lorsque... Avec certitude. Parce que vous savez, je suis déconnecté du pays depuis quelques mois, je suis rentré il y a juste quelques semaines, donc je ne pourrais pas affirmer, parce que je ne veux pas dire ce qu'il n'y est pas. Mais pour moi, une serveuse est artisan. D'accord. Clément Achadé, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, bon, d'abord sur la question du profil de l'artisan, je pense que le critère fondamental que, bon, parmi tant d'autres que l'UEMOA a fixé, c'est d'abord de voir, parce que vous savez, dans la création des entreprises, il y a que vous pouvez vous constituer en tant qu'entreprise, en tant que personne physique ou personne morale. Et si vous dites que vous êtes artisan, comme l'a dit le promoteur du réseau, si vous dites que vous êtes artisan et qu'on dit, bon, votre numéro il fut pas forcément pour je dirais payer les impôts, mais si on veut vous identifier, ou bien on vous demande votre carte d'identité alors que vous n'en avez pas, ou vous n'avez aucun document juridique, quelle va être alors la légalité de votre existence? Donc je pense qu'aujourd'hui, avec les réformes, avec ce que font certains promoteurs comme le président de l'ONG ADECO et autres, il y a une certaine catégorisation qui se fait et on fait la part des choses. Vous n'êtes pas là où vous êtes journaliste, vous n'êtes pas artisan. Donc il faut pas animateur non plus. Donc il faut faire la part des choses. Moi je pense que dans ce pays, c'est pas parce que il y a des intérêts à un moment donné que chacun ou tout le monde va s'autoproclamer artisan. Vous par exemple, vous et moi, nous sommes journalistes. Quand on dit venez les artisans, nous n'allons pas courir pour aller mettre notre nom sur la liste. On peut contribuer à les sensibiliser pour aller se faire recenser pour mettre cela ne nous fait pas artisans nous-mêmes. Donc, je pense que c'est fondamental. Mais l'autre chose que je voudrais aussi ajouter, c'est que moi, je pense qu'il y a un travail important qui se fait, remarquable, par les acteurs de l'artisanat même, la sensibilisation, pour montrer aux jeunes qui sortent même des universités que vous n'avez pas seulement des profils élitistes et que vous pouvez aussi aller vers des corps de métier qui vous génèrent de ressources aujourd'hui. La question de l'emploi des jeunes qui se pose toujours, je veux dire, en fait, l'artisanat peut être une solution durable à la problématique de l'emploi des jeunes. Quand vous voyez le nombre de sous-secteurs, d'abord des corps de métier, comme l'a dit le président, vous vous rendez compte que c'est un secteur aujourd'hui dynamique et qui aussi bien produit assez de richesse pour l'économie, mais aussi crée et génère beaucoup d'emplois pour les jeunes. Donc, je pense qu'il y a un travail qui se fait. C'est un secteur dynamique. Le gouvernement a vu qu'il faut réveiller davantage ce secteur. Est-ce que vous pensez que les réformes introduites au niveau du secteur de l'artisanat, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, permettent ou suffisent, n'est-ce pas, pour que le secteur de l'artisanat soit davantage affiché au devant de la scène? Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il y en a encore à faire sûrement. Sinon, nous ne ferions pas le débat. Et on n'aurait pas autant d'attentes sur l'installation de la Chambre des métiers d'artisanat. Parce que, parlant de la catégorisation, d'ailleurs, je fais cette question à notre invité. Depuis le premier recensement de 2019 jusqu'à maintenant, on parle de 311 corps de métiers. Pour les 20 sièges à pouvoir à la Chambre des métiers de l'artisanat, pour les 80 sièges, pardon, à pouvoir à la Chambre des métiers de l'artisanat, on parle de 8 métiers, on parle des branches, on parle de 11 sous-branches et autres. Moi, je voudrais vraiment que si déjà, au niveau de la catégorisation, de la classification des artisans, le travail qui a été fait peut nous être
rendu public, on saurait déjà qu'un premier pas a été fait. Parce que si je me réclame artisan, si du fait que je n'ai pas un atelier encore, parce que je manque de moyens ou je n'ai pas encore pu exercer jusqu'à un certain niveau pour faire l'épargne qu'il faut pouvoir m'installer, mon État ne me reconnaît pas, malgré toute ma bonne volonté, moi j'émettrais des réserves sur cette dynamique-là qui est en place. Je l'appellerais peut-être dynamique d'exclusion des moins élus artisans ou des artisans moins nantis. Donc, je suis d'accord qu'il y a un travail qui est fait. Je suis d'accord aussi que l'État régule, et d'ailleurs, c'est pas un processus législatif. Il y a une loi maintenant, comme notre invité l'a dit, qui s'est conformée à la législation en vigueur et à la réglementation régionale pour permettre que nos artisans soient en adéquation avec ceux des autres pays pour même exercer ailleurs. Mais du point de vue classification, pour moi, tout part de là. Quelles sont les données qui sont à notre niveau? Et aujourd'hui, pourquoi quelqu'un ne va pas se sentir lésé ou ne va pas se voir exclu? Parce que les critères sont bien clairs et avec ces critères, à l'aune de ces critères, il n'est pas artisan. Je pense que personne n'est exclu. Je donne comme exemple, à Canal 3 ici maintenant, c'est parce que j'ai fait le journalisme que je vais me proclamer journaliste. Un journaliste exerce dans un organe. C'est même dit dans le code. Je ne sais pas pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui quelqu'un est l'artisanat. Les journalistes qui exercent en freelance. Non, ils exercent. Quand je prends même le Web TV, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Mais quelqu'un qui a quitté l'université ne peut pas se dire je suis journaliste. Tu es journaliste, tu exerces où? À l'université. Tu n'exerces pas à l'université. Donc l'artisan qui finit sa formation, il faut qu'il s'installe. Je pense qu'avec la nouvelle chambre, comme je le disais, nous avons beaucoup de programmes que nous allons mettre à leur disposition s'ils sont vraiment disponibles à travailler avec l'ONG ADECO, qui a une longueur d'avance. Ça, je le dis et je l'affirme. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre les artisans ensemble, ceux qui n'ont pas les moyens. Tu finis, et que vous êtes 2, 3, vous avez un peu de moyens, on peut vous mettre ensemble. Le temps que vous travaillez pour que chacun crée sa structure. Le Béninois n'a pas encore cultivé cet idéal du vivre ensemble, du travailler ensemble. Nous allons y arriver parce que vous voyez comment le chef de l'État fonctionne. Qui veut ne crée pas une entreprise aujourd'hui. Si tu veux créer une entreprise, tu n'as pas les moyens, associe-toi à quelqu'un le temps d'avoir les moyens pour créer. Parce que ce n'est plus comme avant où qui veut se lève, crée une entreprise et commence par prendre des marchés publics. Alors que le bureau de cette entreprise est dans son sac. Est dans son sac. C'est pas normal. Donc, cette réforme du gouvernement dans ce secteur est une réforme très, très bienvenue. Et je pense, vous savez, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc, je pense, nous allons accompagner le gouvernement à continuer. Mais il n'y a pas d'exclusion. Ça, là, je le dis, il n'y a pas du tout d'exclusion. Tous les artisans ont été recensés. Mais qui veut ne peut pas dire qu'il est artisan, je donne l'exemple. Il y a beaucoup de gens même qui n'ont même pas appris le métier. Puisque leurs parents ont juste un peu de moyens, se sont proclamés artisans et commencent par exercer le métier de coiffure. Parce qu'ils emploient juste des ouvriers et disent qu'ils sont dans le secteur. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas me lever aujourd'hui pour dire que je suis journaliste. Vous misez sur la formation, c'est ça? Oui, parce que quand tu te formes, il faut t'installer. Oui. Je dis, il faut d'abord se faire former. Oui. Et lorsque tu finis la formation, mais quand tu n'as même pas les moyens de t'installer, on peut t'amener à t'installer en vous mettant ensemble, cultiver le vivre ensemble. Il faut nécessairement que nous vivons ensemble, quoi qu'en soient les circonstances. Et nous cessons de parler des intérêts personnels. Lorsque nous n'allons pas rester ensemble, nous ne pouvons pas développer ce pays. D'accord. Alors, Herman Aniambosu, est-ce que vous voyez la question de l'exclusion réglée quand on parle de formation, alors qu'on sait qu'il y en a qui se forment sur le tas? Je pense que cette question va se régler d'elle-même dès le moment où on va procéder à ce recensement, à ce tamis-là, pour faire en sorte qu'on sache qui est artisan et qui ne l'est pas. De sorte qu'avec l'élection ou la mise en place de la Chambre nationale de la nouvelle Chambre des métiers, en fait, cette chambre pourra travailler dans une forme de plaidoyer pour que les artisans béninois puissent bénéficier de ce dont Brice Bondi parle ce matin, à savoir les mettre ensemble, par exemple, travailler à ce que quand on se met ensemble, qu'on puisse avoir un test qui vous registre aussi, parce que justement c'est aussi ça. Si nous nous mettons ensemble juste parce que oui, on n'a pas les moyens, après c'est nous encore qui nous présentons devant les tribunaux, devant tel pour dire oui, on s'est mis ensemble, parce qu'il faut quand même des tests qui organisent un peu le vivre ensemble de ces artisans-là. Oui. Étant un secteur un peu
un peu spécial aussi. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire l'artisan ne peut pas se mettre dans une forme de, c'est pas, société anonyme, je ne sais pas trop. Je me mets comme ça dans cette logique-là. Il faut trouver la formule, les tests qui vont régir le vivre ensemble, la mise ensemble de ces artisans. Il faut également faire en sorte que ces artisans, et c'est cela que je reviens sur la première proposition de Brice Rondy, à savoir que les communes puissent s'intéresser aussi aux artisans. Comment voulez-vous que ces communes s'intéressent aux artisans si ces communes ne sont pas sûres de qui est artisan, qui ne l'est pas? Je pense que c'est un processus qui a commencé et sans doute qu'avec la finalisation de tout ce qui est prévu là, on va pouvoir forcer peut-être la main aussi aux communes pour qu'elles puissent aider, parce que dans ce cas-là, on aurait vraiment une liste exhaustive de qui est artisan dans telle commune. Parce que n'oubliez pas, au Cameroun par exemple, le secteur artisanal contribue pour beaucoup au PIB. Et j'ai vu ça sur la toile. Ça veut dire qu'au Bénin aussi, un effort doit être fait pour que ce secteur puisse accompagner. Le produit intérieur brut. Alors, Brice Rondy, président de l'ONG ADECO, vous semblez ouvrir grandement les bras pour accueillir les artisans, tel que vous l'avez dit. Vous avez dit même avoir une longueur d'avance. Qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain? Vous savez, nous ne sommes pas levés pour venir dans le secteur de l'artisanat. Vous savez, l'ONG ADECO a été créée en 1999. Nous avons travaillé beaucoup plus avec les élèves. Le temps passe vite, hein? Très vite, parce qu'en 1999, on a fait les 20 ans et votre organe était... Vous voulez dire en 2019? En 2019, on a fait les 20 ans. Oui. Donc je pense aujourd'hui, nous avons quitté quelque part et nous avons vu qu'il y a un besoin. Oui. Nous avons travaillé beaucoup dans le secteur de la décentralisation. Nous avons eu l'occasion, comme beaucoup de Béninois n'ont pas cette occasion, de faire le tour des 77 communes de notre pays, des 12 départements de notre pays. Et nous avons compris que dans chaque rue, il y a un artisan. Malgré l'effort du gouvernement, malgré leur structure fêtière, ils sont très très mal organisés. Et leur problème crucial, c'est le manque de formation. Un artisan qui quitte aujourd'hui son patron et qui s'installe n'a plus l'occasion de se faire former. La formation en renforcement de capacité. Or, au jour le jour, les technologies nouvelles avancent. Le monde même évolue. Le monde même évolue. C'est ça. Ce besoin est un besoin crucial que ADECO a saisi. La formation en renforcement de capacité. Et nous en avons fait beaucoup. Les artisans eux-mêmes ne connaissent pas leurs droits. Sans connaître votre droit, vous ne pouvez pas savoir ce que vous pouvez faire dans un pays. C'est également un besoin. Nous les sensibilisons. Par exemple, par rapport à ce recensement, l'ONG ADECO a fait beaucoup de tournées dans les départements et communes du Bénin pour sensibiliser les artisans à se faire recenser. Pour beaucoup, quand nous sommes venus dans le secteur, ADECO est venu pour prendre notre place, ADECO est venu ADECO est politicien, ADECO est ici. Je ne suis candidat en rien et je ne serai candidat en rien. Parce que lorsque tout de suite aujourd'hui, je suis candidat à un poste, peut-être à l'Assemblée nationale, c'est 4 ans. Lorsque je m'installe là-bas, pendant ces 4 ans, est-ce que je pourrais être sur le terrain et à continuer ce que j'ai commencé? C'est après les 4 ans que il y a la question de disponibilité. C'est pour ça qu'il dit, je voudrais également rassurer les se consacrent uniquement à l'artisanat. Je me consacre. Et l'ONG ADECO n'est pas que dans l'artisanat. Nous sommes également dans le leadership féminin. La belle preuve, vous nous avez vu l'année passée, organiser beaucoup de séminaires avec les femmes artisanes. Cette année, nous nous préparons également, d'ici 2 semaines, puisque je suis rentré simplement la semaine passée, d'ici 2 semaines, parce que le mois de mars, c'est pour les artisans, non? Oui. C'est pour les femmes. Oui. Donc, les femmes leaders du secteur de l'artisanat, nous nous préparons également pour les accompagner. Les jeunes, les enfants. Aujourd'hui, nous sommes en train d'amener toutes les femmes qui veulent rentrer dans le secteur des hommes. Beaucoup de femmes, si vous partez au nord, ADECO a payé la formation pour beaucoup de jeunes filles qui veulent apprendre le métier d'homme, tel que la mécanique auto, tel que la soudure, tel que la peinture. Alors, Clément Attiadé, l'ONG ADECO, comme on dit, c'est une organisation non gouvernementale qui fait assez d'efforts. En tout cas, si on s'en tient au développement tout à l'heure de Brice Rondy, il y a également le gouvernement, l'État central qui mène assez
je dirais, d'activité, sinon qui prend bien de mesures et de réformes dans ce sous-secteur. Est-ce que vous voyez là une solution au problème du chômage et à la question de l'emploi qui reste, je dirais, un os à la gorge du gouvernement pour l'instant? Oui, absolument. Il y a de façon inévitable, je dirais, un début de solution qui se dessine clairement. Et quand vous regardez même les chiffres, on parle de 900 000 personnes recensées, même si ça a été retravaillé, qu'on est revenu à un peu plus de 460 000 artisans recensés. Vous voyez déjà ce nombre-là. Ça prouve que il y a une volonté même des gens à se conformer à la législation, à la réglementation, si vous voulez. Et il y a aussi une organisation au niveau étatique, gouvernemental, si vous voulez, qui se met en place. Et si vous lisez un peu le PAG2, vous verrez que on a déjà promis, par exemple, pour cette année, à partir de 2022, qu'on pourra désormais donner la possibilité aux artisans d'avoir leur carte. D'abord, quand vous êtes reconnu, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de services grâce au projet H. Donc, quand vous regardez tout ça, vous vous rendez compte le renforcement du capital humain. Quand vous rendez compte clairement que il y a un effort du gouvernement qui se traduit par les actes, avec à la clé, on ne dit pas seulement que l'artisanat contribue à hauteur de 13% au produit intérieur brut. Donc cela se traduit par les actes où le gouvernement se dit, et tiens, on doit recenser tout ce monde-là et écoutez maintenant, parce que pendant longtemps, les acteurs même, ceux qui sont sur le terrain, vous voyez quelqu'un qui fait ce travail depuis 20 ans, plus de 20 ans, et ça bientôt, ou plus de 20 ans déjà, vous rendez compte que vous ne pouvez pas évoluer dans ce secteur sans l'associer. Je pense que c'est déjà bien que le ministère qui est en charge de l'artisanat ait, je dirais, une oreille attentive qui écoute de mieux en mieux les acteurs, les vrais acteurs, parce que tout le monde n'est pas artisan, on l'a dit ici, et que les 13% qu'on annonce pour en termes de contribution au PIB connaissent aussi une évolution et qu'on ne s'arrête pas là. Donc vous voyez, quand vous regardez tout ça, tous ces efforts, on comprend que oui, l'artisanat évolue et qu'il y a une dynamique qui s'installe qui pourrait le blason non seulement du secteur, mais l'activité économique, parce que c'est là la finalité. L'artisanat, oui, ça crée des emplois, mais ça pouvait aussi générer des ressources. Quand les gens s'installent en tant qu'artisans, en tant que personnes physiques ou morales, en tant qu'entreprise, vous voyez, ils vont payer des impôts après. Ils vont payer des impôts parce que beaucoup n'aiment pas entendre. Malheureusement, c'est un impôt ne date pas d'aujourd'hui dans tous les pays du monde. Très peu de personnes dans tous les pays du monde. Et quand vous formalisez, quand vous payez les impôts, il y a d'autres avantages. Ça, il faut aussi faire sensibiliser davantage nos frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre l'avantage d'être, je dirais, réglementé, un contribuable. D'accord. Alors, surtout qu'on a une économie, je répète, essentiellement fiscale. Alors, Emmanuel Niamboussou, ce serait le dernier tour de table sur ce sujet économique ce matin. Oui, c'est vrai que ADECO fait déjà du bon travail. On le constate d'ailleurs sur les différents reportages des activités que fait cette ONG-là. Mais comme l'a dit Clément, il faut revenir quand même sur cet aspect, conscientiser l'artisan. Parce qu'aujourd'hui, le recensement de l'artisan, on a vu cet engouement de l'artisan, parce qu'il était question de les appuyer en pleine crise de Covid-19. Sinon, quand vous demandiez aux artisans de s'inscrire ou de se faire recenser, il y en a qui fuyaient simplement parce que craignant les impositions, qu'on les impose et tout. Donc c'est d'abord comment travailler à ce que, par exemple pour le cas de la Côte d'Ivoire, on nous a dit qu'il y a que l'artisan a du plaisir à payer son impôt. Parce que justement, il y a certaines dispositions qui sont prises, des mesures qui sont prises également pour alléger la tâche à l'artisan. Je suis un truc banal. On va d'ailleurs suivre ça aujourd'hui avec la grille, le métier de grillageur. Un grillageur, par exemple, qui est un artisan, à qui on dit, bon voilà, il faut payer tes impôts. Il faut lui expliquer le mécanisme de paiement de ses impôts, pour qu'il comprenne que ce qu'il a payé, ce n'est pas les yeux de sa tête qu'il veut prendre pour payer. Et si c'était le cas, qu'on puisse trouver les mécanismes également pour pouvoir alléger la tâche, pour pouvoir diminuer, pour le soulager, pour qu'il ait un engouement à payer ses impôts. Ensuite, l'autre aspect de la question, je pense que si on devrait bien agir, on pourrait
affecter un ministère pour l'artisanat. Aujourd'hui, vous voyez, le ministère de l'artisanat, c'est-à-dire un ministère totalement dédié à l'artisanat. Ouais. Parce que justement, on veut que d'ailleurs il a dit 13% au PIB, l'artisanat comme étant un secteur clé de l'économie aussi. Un Bénin où il y a l'artisanat avec le sous-emploi, je pense que l'artisanat contribue pour beaucoup à la création d'emplois. On peut faire en sorte que l'artisanat ne puisse pas passer de ministère en ministère. Aujourd'hui, vous avez le ministère de la culture, de l'art, du tourisme. Après, vous avez le ministère des petites entreprises. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, il y a un souci par rapport à qui s'occupe vraiment de ce secteur. Oui, William Cliquant, c'est le tour de table. Oui, il faut préciser que la dynamique dans laquelle le gouvernement est pour l'installation de la Chambre des métiers de l'artisanat a à cœur cette affaire de l'emploi. La belle preuve, les différentes qualifications de l'État, professionnel et hauts métiers, qui ont été suspendues par les deux ministres, celui des petites et moyennes entreprises et celui en charge de la formation professionnelle, étaient dans la perspective de permettre à la Chambre de s'installer et de définir maintenant les modalités par lesquelles l'État reconnaît la compétence d'un artisan ou non. Cela rejoint également la politique du gouvernement du côté de l'enseignement classique, de faire la promotion de l'enseignement technique, où on voit également beaucoup de formations qui ne sont pas loin des métiers aboutissant à l'artisanat. Donc je crois que conjointement, tout va dans la même direction et je propose que, tel que l'ONG est en train de faire des travaux, au niveau de la Chambre, qu'ils soient écoutés et que les vrais acteurs, non seulement soient reconnus, mais que la dynamique soit uniformisée, parce que cela me tient à cœur. Quand toutes les actions qui sont menées de part et d'autre n'ont qu'une seule visée, n'atteignent qu'un seul objectif, je crois que pour le bien de tous, ça se voit, ça se lit de la même façon, sans suspicion et sans récrimination. D'accord. Alors, Brice Oundi, vous allez prendre en compte ma question dans votre mot de conclusion. Quelle est la capacité de résilience actuellement du secteur de l'artisanat, n'est-ce pas, face aux enjeux de l'économie et aux défis de l'économie actuellement? Votre question est quelque peu technique. Oui. La capacité de résilience. Il s'agit, n'est-ce pas, en termes plus simples, de voir comment les acteurs du monde de l'artisanat, n'est-ce pas, font face aux réalités, n'est-ce pas, du monde économique aujourd'hui. Vous savez, en tant qu'ONG, surtout pour un secteur qui est traversé, n'est-ce pas, qu'ONG, notre rôle, c'est de sensibiliser les artisans à avoir une part active dans tout ce qui se fait dans le pays. C'est déjà un pas pour contribuer à l'économie du pays. Parce que quand l'artisan ne sait pas pourquoi je paie les impôts, si j'ouvre mon atelier et qu'on vient, ceux de la mairie viendront me dire de payer tel montant. Quand je paie, qu'est-ce que la mairie m'apporte? Ce serait mon combat désormais. La décentralisation, les maires, lorsque je vais finir d'échanger avec le président de la NCB et que nous allons commencer une tournée dans toutes les communes, c'est ce que nous allons demander à chaque maire. Il ne faudrait pas que les artisans leur servent que d'échelle pour monter à leur poste. Mais que lorsqu'ils sont à leur poste, qu'ils pensent à ces artisans. Parce que quand l'artisan vous venez dire il faut payer et le truc de publicité, quand j'écris Edia Style, il faut me demander de payer. Quand vous allez payer ici à Canal 3 Bénin, si vous répétez encore Edia Style. Non, mais c'est un exemple. Je ne sais pas si quelqu'un s'appelle Edia Style. C'est juste un exemple. Ou bien je mets plus on dit. Vous allez me demander de payer encore pour ça. Quand les gens de la mairie passent, tantôt 5 000 ici, tantôt 10 000 ici, qu'est-ce qu'ils apportent à ces artisans après? C'est véritablement mon combat. Et je pense, j'ai commencé déjà à échanger avec le président de la NCB. Et je pense que nous allons continuer. Et nous allons faire une tournée dans toutes les communes pour que chaque maire, désormais, puisse prévoir un budget pour les artisans. Là, les artisans, lorsqu'ils sont intéressés pour contribuer à l'économie, c'est facile. C'est très facile. C'est très facile. J'apporte. Mais je ne me sens pas associé. Oui. Ça pose un véritable problème. Donc, je pense qu'il est important que nous puissions travailler dans ce sens. Et que Canal 3, comme vous savez bien le faire, que vous nous accompagnez à accompagner ces artisans.
C'est un secteur vital de l'économie de ce pays. Brice Mondi, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes, je le rappelle, président de l'ONG ADECO et surtout promoteur de la plateforme du réseau national des artisans du Bénin. Merci encore une fois d'être venu par ici. Emmanuel Niambosso, merci. Clément Tchadé, merci. William Cliquant, merci. Ce baptême de feu, ce fut, je vais dire, un succès. Du courage à vous.